Bonjour, je suis évidemment très honoré et ému d'être dans une salle aussi magnifique pour vous parler donc d'un sujet de physique de la matière désordonnée, qui a été un des grands sujets d'activité de ces 30 ou 40 dernières années, en particulier à Saclay, où je travaillais à l'époque. Et donc, un certain nombre des expériences que je vais vous montrer plus tard ont été réalisées à Saclay. Donc, quand on considère des matériaux physiques usuels, une hypothèse simplificatrice qu'on fait très souvent, parce qu'elle est très souvent justifiée, c'est que ces systèmes sont à l'équilibre. Donc j'ai pris une petite bouteille d'eau ici, et ce que ça veut dire qu'elle est à l'équilibre, c'est que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de cette bouteille d'eau. Elle était peut-être dans mon frigidaire ce matin, mais le temps a passé, et au bout de quelques heures, la température s'est équilibrée, le système n'évolue plus. En tout cas, à l'échelle où on le regarde. Quelques variables suffisent à le décrire, température, pression, et donc, il n'y a eu aucune mémoire de l'histoire passée. Cette histoire est extrêmement complexe. J'aurais dû peut-être vous dire qu'elle était dans un camion auparavant, etc. C'est inutile. Le système étant à l'équilibre, je n'ai pas besoin de connaître l'histoire pour le décrire. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans cette bouteille d'eau. En réalité, les molécules bougent sans arrêt, et si on mesure la pression exercée par l'eau sur la bouteille, elle fluctue sans arrêt, de façon microscopique, invisible à l'œil nu, mais en permanence. Et donc, on peut étudier ce qu'on appelle la dynamique d'équilibre, qui peut paraître paradoxal. Le système n'évolue plus, mais pourtant, il y a une dynamique microscopique. Et cette dynamique est, on dit, invariante par renversement du temps. Aucune mesure ne permettrait de distinguer le sens passé-futur du sens futur-passé si j'observais ces fluctuations de pression. Donc, passé égale futur, pas d'évolution, pas d'histoire, pas de mémoire. C'est évidemment important du point de vue de la méthodologie du physicien, puisqu'on n'a pas besoin à nouveau de connaître l'histoire, et finalement, ça veut dire qu'on peut reproduire les mesures. Si je reviens demain et que je mesure les propriétés physiques, la viscosité, la réponse diélectrique, que sais-je, de cette bouteille d'eau, je trouverai la même chose qu'aujourd'hui, et c'est rassurant, effectivement, on a envie d'avoir des résultats reproductibles. Ceci dit, et donc depuis une cinquantaine d'années, on se rend compte de plus en plus que ces matériaux nous entourent et qui sont des propriétés intéressantes industriellement et importantes conceptuellement, certains systèmes n'atteignent jamais cet équilibre. Les verres qui nous entourent, ce qu'on appelle les verres de spin, dont je parlerai dans 5 minutes, les pâtes, les colloïdes, les plastiques, ne sont pas à l'équilibre. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'en plus de ces variables d'état dont je parlais tout à l'heure, l'âge du système, le temps depuis lequel il a été fabriqué, devient une variable pertinente. Cet âge, on l'appelle souvent TW, T-weighting. Et ce qui se passe dans ces systèmes hors équilibre, ces systèmes suffisamment complexes pour ne pas atteindre l'équilibre, c'est qu'ils vieillissent. Ils vieillissent, ça veut dire que plus l'âge est grand, plus le système répond lentement. Et pour vous illustrer ce que ça veut dire, j'ai des courbes expérimentales que j'expliquerai dans une seconde. Voilà cette règle d'écolier. Donc si j'applique une certaine pression, vous voyez qu'elle se déforme comme un solide habituel, et elle se déforme rapidement. Mais en réalité, si je gardais cette tension appliquée pendant un temps de même ordre de grandeur que l'âge du système, cette règle a été probablement fabriquée il y a, je sais pas, 1 mois ou 2, j'en sais rien, eh bien, au bout d'1 mois ou 2, je verrais que de façon systématique, le déplacement, la flèche de ma règle augmenterait progressivement, le système se mettrait à couler en interne, en quelque sorte, et à l'échelle de l'âge du système, je verrai une autre évolution qui est caractéristique de ce vieillissement. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une expérience qui a été faite dans les années 70 sur ces matériaux vitreux, à différents âges du système, entre quelques heures et 4 ans, une expérience qui a duré 4 ans, et ce que vous voyez, c'est ce déplacement des courbes de déformation du matériau qui, effectivement, sont de plus en plus lentes au fur et à mesure qu'on attend. Alors, on a fait des expériences similaires donc, dans ce qu'on appelle les verres de spin, c'est-à-dire des systèmes magnétiques désordonnés, qui sont, d'une certaine façon, plus simples à décrire du point de vue théorique, qui sont des petits aimants microscopiques, comme sur le schéma qui est là, qui s'orientent dans des orientations aléatoires, fixes mais aléatoires. C'est-à-dire que si on regarde le système justement à un instant donné, la configuration paraît complètement désordonnée, mais si on attend plus longtemps, elle reste un peu dans ce même état amorphe. Alors on peut faire des expériences correspondantes à
à cette flexion de la règle en appliquant un champ magnétique. Et ce qu'on voit, c'est exactement la même phénoménologie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'âge du système augmente, la réponse du système se ralentit. Et ces courbes de relaxation magnétique se décalent progressivement en fonction de l'âge du système. Alors, pour expérimentalement que ce soit plus facile et que ces effets de mémoire, qui finalement sont ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, soient plus faciles à expliquer, on utilise une autre technique expérimentale qui est d'exciter le système par un champ magnétique, c'est ces verres de spin, mais ce champ magnétique devient oscillant. Donc il oscille avec le temps, et donc l'aimantation qui apparaît dans le système magnétique oscille aussi avec le temps, et la réponse du système, qui est cette aimantation qui oscille avec le temps, permet de définir ce qu'on appelle la susceptibilité, c'est-à-dire la propension du système à réagir à un champ appliqué. Et alors ce qu'on observe dans ces matériaux vieillissants, c'est que cette susceptibilité, cette propension du système à réagir, décroît avec le temps. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, les échelles de temps sont de plusieurs heures. Et donc, à nouveau, on voit que plus l'âge du système est grand, moins le système répond. Il est de plus en plus inertiel, il a de plus en plus de mal à suivre le signal magnétique qu'on essaie de lui imposer. Voilà, alors tout ça est très intéressant, mais ce qui est vraiment spectaculaire et qui a donc été découvert dans les années 90 à Saclay et à Uppsala, c'est l'effet d'un cycle en température. Alors il faut que je vous explique ce qui se passe, mais je pense que vous allez trouver ça intéressant, enfin j'espère. Donc dans la première partie de l'expérience, on voit ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire cette susceptibilité magnétique, cette propension du système à réagir, décroître avec le temps. Et ici, on est à 12 Kelvin. On a refroidi le système jusqu'à 12 Kelvin et on laisse le système vieillir. Et puis, au bout de 400 minutes, disons 6 heures, assez longtemps, on descend la température de 2 degrés Kelvin. Et ce qu'on voit ici, c'est le système repartir. Et il est en fait complètement rajeuni. C'est-à-dire que cette courbe à 10 Kelvin est exactement celle que j'aurais observée si j'étais directement descendu de la haute température à 10 Kelvin. Comme si mon arrêt à 12 Kelvin n'avait servi à rien. Donc cette courbe est jeune et elle relaxe. Le système vieillit à nouveau. Et maintenant, on revient à 12 Kelvin. Et on retrouve le système exactement où on l'avait laissé. Ce qu'on voit ici sur cette courbe où on a supprimé l'intervalle central, on voit que les deux courbes se recollent parfaitement, comme si ce qu'on a réalisé comme vieillissement à 10 Kelvin, qui pourtant correspondait à un système jeune, n'avait servi absolument à rien pour le vieillissement à 12 Kelvin. L'histoire du système est donc encodée en quelque sorte, mais de façon un peu invisible, on ne sait pas très bien où elle est encodée. Alors ce comportement suggère une organisation hiérarchique des configurations microscopiques accessibles au système, qui, en fait, cette organisation hiérarchique a été prédite par Giorgio Parisi dans les années 80, et elle est représentée par le diagramme que j'ai un peu essayé de dessiner ici, où donc à haute température, on a un état possible, et puis quand on descend la température, il y en a 3, et quand on descend encore la température, chaque vallée se subdivise en sous-vallées qui correspondent à des configurations d'équilibre possibles pour le système. Et à basse température, le système est incapable de franchir les grandes montagnes et donc est confiné à l'intérieur d'une de ces vallées, alors qu'à haute température, il est capable de passer d'une vallée à l'autre. Donc c'est un peu l'image théorique abstraite qu'on peut se faire de cette coexistence de mémoire et de rajeunissement, mais à la vérité, on ne sait pas encore très bien à quoi ça correspond réellement dans le système physique lui-même. Donc une des idées, c'est qu'il existe des espèces de structures spatiales, dont encore une fois, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais des structures spatiales, disons des espèces de cordes vibrantes, que j'essaie de représenter ici, qui, à une certaine température, sont figées à grande échelle. La conformation de ces structures spatiales n'évolue plus, mais à petite échelle, le système est capable de vibrer à toute vitesse. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici par cette espèce de saucisse élargie. Alors que quand on baisse la température, les grandes échelles qui étaient déjà lentes à haute température sont encore plus lentes, elles ne vont plus du tout évoluer, et les petites échelles qui étaient rapides se mettent à se figer, et ce sont elles qui sont responsables du vieillissement qu'on observe à plus basse température. Mais vous voyez que donc, quand on arrive à plus basse température, le système est complètement neuf,
Et quand on revient à plus haute température, on retrouve les grandes structures qui n'ont pas eu le temps d'évoluer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'existence de ce très grand nombre d'états d'équilibre permet de stocker et de retrouver de l'information en essayant de labourer le paysage énergétique, d'essayer de ces vallées et ces sous-vallées dont je parlais tout à l'heure, on peut peut-être les concevoir, en faire une architecture pour faire des mémoires concrètes. Et donc ça a été une des idées dans les années 80, de s'inspirer de cette physique des vers de spin pour effectivement réaliser ce labourage des paysages énergétiques afin d'en faire des mémoires. Alors c'est très intéressant que je sois avant-dernier et que Stanislas parle après moi, parce que ce que je vais vous raconter est une vision très simplifiée de la mémoire, mais qui est très intéressante. Donc l'idée du physicien de la mémoire, c'est justement que chaque pattern mémorisé correspond à un des minimums de ce paysage qu'on a sculpté dans ce sens. Et quand on part d'une configuration un peu éloignée de ces minima, la dynamique va naturellement nous ramener vers les minima. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs minima, donc il y a plusieurs choses dont on peut se souvenir. Et donc en image, voilà l'objet qu'on a inséré au minimum de ce paysage d'énergie. Ici, on s'en est éloigné, mais en laissant la dynamique naturelle se produire, on retrouve une image un peu corrompue, mais une image proche de l'image de départ. Pareil, on peut couper l'image en deux et retrouver de cette façon l'image de départ. Donc c'est un modèle schématique, évidemment, des mémoires neuronales, je pense qu'on en saura plus dans 5 minutes, mais qui a été une idée extrêmement fertile du point de vue de la physique statistique et du développement de la théorie, par exemple, des codes correcteurs d'erreurs, c'est-à-dire des algorithmes qui sont dans nos téléphones portables qui nous permettent de retrouver un signal à partir d'un signal corrompu, de retrouver, parfois sans aucune erreur, le signal qui a été envoyé. Donc voilà, je voulais vous parler de cet effet assez spectaculaire de mémoire dans la matière inerte, qui est quelque chose, effectivement, qui n'est pas un effet de thermodynamique classique, qui est un effet dû à ces matériaux très complexes qui n'arrivent pas à s'équilibrer et qui ouvre sur tout un pan de la science très intéressant qui est plus de la théorie de l'information, comme les codes correcteurs d'erreurs, ou des modèles de mémoire humaine, comme ce qui va être raconté dans 5 secondes. Je vous remercie.